Eh bien, nous avons maintenant Jean-Frédéric Poisson, président du Parti chrétien-démocrate. Déjà, je fais une première vérification. Jean-Frédéric, est-ce que vous m'entendez, contrairement à l'intervenant précédent? Fort et clair, comme on disait. Fort et clair, comme disait Patrice Manuron, que vous connaissez bien, C'est ça. et qui était donc avec son invité Philippe Devost. Merci. Eh bien, merci à tous les deux en tous les cas. Alors, on continue cette matinale avec vous, Jean-Frédéric. On est content de vous retrouver dans cette matinale de GPTV. J'aurais aimé peut-être qu'on commence, si vous le voulez bien, par votre actualité. Nous avons tous été extrêmement surpris de découvrir, alors que vous aviez une conférence sur ce qu'on appelle la fin de vie, l'euthanasie, à l'université de Toulouse, votre conférence a été déprogrammée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé et qui montre encore une fois une grosse entorse à la liberté d'expression? J'étais à l'invitation du Parlement des étudiants. Le Parlement des étudiants, c'est une organisation qui rassemble, comme son nom l'indique, des étudiants dans plusieurs villes de France qui sont éclatés en fonction de leur université de rattachement. Et les étudiants ont l'habitude d'inviter de manière assez régulière, à peu près une fois par mois, si j'ai bien compris, des personnalités politiques, mais pas seulement, pour venir partager avec eux et, comment dire, et dialoguer. C'est dans le cadre de leurs études, de leur culture générale. Enfin voilà, c'est un beau projet. J'ai été convié donc par le Parlement des étudiants à Toulouse la semaine dernière pour deux choses. D'abord, un débat avec un représentant de l'association pour le droit de mourir dans la dignité, donc les militants pro-euthanasie, sous l'égide de l'organisation étudiante. Et puis ensuite, un débat avec des étudiants dans les locaux de l'Université de Toulouse sur des tas de sujets institutionnels, politiques, sociétaux, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que la DMD finalement a décliné l'invitation. Alors ils prétendent qu'ils ont dit depuis longtemps qu'ils n'étaient pas disponibles à cette date, peu importe. C'est pas le plus grave. Le plus sérieux, c'est que le président de l'Université de Toulouse, quelques jours avant la date de l'intervention, a fait savoir qu'il n'y avait pas de salle disponible dans cette université. Comme chacun sait, dans une université, il n'y a pas d'amphithéâtre, il n'y a pas de salle de cours, et tout est pris en permanence, chacun le sait. Donc, nous avons pris le parti avec l'organisation, enfin les étudiants ont pris le parti de privatiser un des grands cafés de la place du Capitole à Toulouse, que je remercie de son accueil. Nous avons tenu notre colloque comme prévu, après avoir été donc mis dehors de l'université par le président lui-même. Il y a deux hypothèses. La première, c'est que le militantisme politique du président l'empêche de laisser parler des gens qui ne sont pas du même camp que lui. Si c'est ça, c'est grave. Il y a une deuxième hypothèse, c'est que s'il a la trouille de représailles internes de son conseil d'administration, de son corps professoral, c'est encore pire. Oui. Donc, en réalité, il n'y a pas de bonne hypothèse. Ça dit, quoi qu'il en soit, la politisation de l'université, que ce soit celle de ses présidents dans certains cas, ce qui est dramatique pour la liberté de dialogue et de réflexion, qui est le propre de l'université. Je suis, moi, pur produit de l'université française. Hein. J'ai fait mes études de philo à Paris 4 et passé mon master de droit à Versailles-Saint-Quentin. Donc, je regrette infiniment que de devoir évoluer cette institution à laquelle je suis très attaché, dont je suis issu, de l'avoir évolué comme ça. Mais je rejoins une cohorte assez prestigieuse de gens qui ont été interdits, dans laquelle figure le premier d'entre nous, François Hollande, qui a été blacklisté par des étudiants. Alors, je ne sais pas si à Bordeaux ou à Lille ou les deux, par des étudiants d'extrême gauche qui considéraient sans doute que François Hollande est un homme d'extrême droite, ce qui en dit long sur les catégories politiques des gens à qui nous nous adressons parfois. Exactement. Et en tout cas, c'est particulièrement triste d'en arriver à une situation comme celle-ci. Donc, écoutez, si vous voulez ajouter quelque chose, hein, je m'excuse encore pour le retard, j'en suis désolé. On a pris un peu de retard depuis tout à l'heure. Si vous avez des problèmes Internet en plus, donc si vous avez encore quelque chose à ajouter sur ce point, et sinon, on passera aux questions internationales. C'est très important, le numérique, il faut y passer du temps, vous avez bien fait. Non, je voulais terminer simplement en remerciant à nouveau le Parlement des étudiants pour cette invitation,
pour le moment d'échange, ça devait durer 1 heure et quart et ça a duré presque 2 heures. Donc, je me suis pas ennuyé, visiblement eux non plus. Bien. Alors, c'était assez bigarré, hein, comme aréopage. Il y en avait de toutes les couleurs politiques, de toutes les origines. Enfin, c'était vraiment très, très brassé, très intéressant, avec des questions comme les étudiants savent les poser, c'est-à-dire sans détour et direct. Donc, j'ai passé vraiment un excellent moment. Je suis toujours ravi, en plus, de partager quelques éléments de dialogue avec la génération qui vient, parce que quand même, il va falloir qu'ils se préparent. Ça va pas être, ça va pas la vie va pas leur être facile tous les jours. Ouais, c'est certain. C'est l'avenir de la France. Jean-Frédéric Poisson, donc allons peut-être maintenant sur les sujets d'actualité. Le thème aujourd'hui, c'est ce pacte entre Macron et Zelensky, avec Zelensky, l'un des chefs d'État illégitimes d'ailleurs, car non élu aujourd'hui, les plus corrompus au monde. Son entourage l'est énormément, avec des ministres en fuite à l'étranger, en Israël par exemple pour l'un d'entre eux. Et en Turquie pour l'autre. Pardon ? Et en Turquie pour l'autre. Et en Turquie pour l'autre, comme ça c'est bien. Voilà, de parfait. Un équilibre est tenu. Donc, qu'est-ce que vous inspire ce contrat de 100 Rafales, ces missiles, ces bombes, ces radars, ces locomotives Alstom, ce formidable contrat avec un pays qui est en banqueroute, 20% de déficit du PIB, 20% du PIB de déficit. Enfin, on est déjà à se plaindre avec 5 ou 6%, ce qui est énorme. Eux sont littéralement en banqueroute. Comment feront-ils pour payer ? Ils ne paieront pas. Ben non. Je suis même surpris que vous posiez la question, cher Nicolas Stocker. C'est un marché de dupes. D'abord, je continue de penser. La guerre est perdue depuis longtemps. D'une certaine manière, c'est pas l'Ukraine qui l'a perdue, parce que ces pauvres Ukrainiens sont des victimes dans cette affaire. Ils ont été poussés au crime par les intérêts de tout un tas de prédateurs américains qui voulaient deux choses. La première, c'était de faire la peau à la Russie, et la deuxième, c'était de mettre la main sur les ressources ukrainiennes, et en particulier sur le sous-sol. Joe Biden en tête, alors qu'il était vice-président des États-Unis, et puis il a continué en étant président, mais tout ça commence bien longtemps avant. Ça commence avec Baker, Clinton et toute cette clique-là. Donc, deuxièmement, l'Ukraine a été victime des Européens qui, ne sachant pas comment retrouver de légitimité, se sont dit, tiens, il peut y avoir une guerre à bon compte, on va la faire mener par quelqu'un d'autre et on fera tout pour qu'elle dure. Il est documenté maintenant que quelques jours après, ou semaines après l'entrée des troupes russes en Ukraine, l'Ukraine était prête à signer, comment dire, au moins un cessez-le-feu et probablement un traité de paix, et que sont les Anglais et les Européens qui lui ont dit surtout de ne pas le faire, en lui disant on te soutiendra jusqu'au dernier jour. On ne sait pas le dernier jour de qui d'ailleurs, mais donc en fait les Ukrainiens sont des marionnettes dans cette affaire, et d'ailleurs c'est le métier d'origine, je crois, du président ukrainien, qui est, comme vous disiez, un des plus corrompus de la planète, d'un régime affreusement corrompu, et d'un pays dans lequel on peut acheter des bébés, trouver des djihadistes en retraite, et un certain nombre de choses comme ça. Donc voilà, je continue de penser qu'on n'a rien à faire dans cette guerre, que ça n'est pas la nôtre, qu'on aurait dû s'en tenir à l'écart. Je suis effaré lorsque j'entends que on parle de 100 Rafales. Alors au prix unitaire du Rafale, ça fait quelques milliards d'euros quand même, hein, cette affaire, ou au moins quelques milliards. Donc en fait, on dit aux Russes, voilà, on va vous vendre des avions, puis en plus on va vous donner l'argent pour que vous nous les achetiez. Donc comme ça, c'est parfait. On va se fâcher de manière à peu près définitive avec les Russes si on fait ça, et c'est déjà pas très bien, et c'est pas du tout notre intérêt. Puis même l'inverse, on devrait être amis avec eux, d'autant plus que on a bien compris que le théâtre mondial va déplacer la scène sur un autre endroit que l'océan Atlantique. Ça va se passer dans le Pacifique maintenant, les choses, et l'océan Indien, et pas du tout dans l'Atlantique. Donc on aurait intérêt, nous, à renforcer nos alliances naturelles. Nos alliances naturelles, c'est avec ses voisins. Oui. Et c'est pas compliqué à comprendre. Donc voilà, je continue de ne pas comprendre comment
Alors j'entends des généraux de plateau, comme on dit, alors ils sont plus généraux que moi, de toute façon, qui ne le suis pas, mais continuer à dire que la Russie peut gagner la guerre, continuer à considérer que si, il faut continuer à aider. Alors on augmente la dotation de la France à l'Europe, là, cette année, dans le budget de 2026, pour la porter à 28 milliards. Je crois que ça fait 4 ou 5 milliards d'augmentation par rapport à l'an dernier. Pourquoi? J'en sais rien. Certainement pour pouvoir continuer de soutenir l'Ukraine, encore une fois, dans un conflit qui ne nous regarde pas. Et pendant ce temps-là, on cherche désespérément, c'était votre interlocuteur du dialogue précédent, on est en retard, mais de quelques années-lumière sur l'investissement numérique, la souveraineté numérique, les infrastructures, de circulation d'informations, etc. Puis on va continuer d'alimenter une armée ukrainienne en lui donnant des armes dont à peu près, je ne sais pas, une proportion en tout cas assez significative ne sert pas sur le front, mais revient dans nos banlieues pour tuer nos flics. Cette situation est ubuesque, je ne peux pas vous dire autrement. C'est désespérant, d'une certaine façon. Enfin, si on n'avait pas la foi chevillée au cœur, on serait désespéré. Mais enfin, que nos adversaires ne comptent pas sur notre dépit. Et alors la corruption en Ukraine, parce qu'il y a aussi cette idée que ce n'est pas seulement les armes qui reviennent dans nos banlieues, mais aussi finalement un jeu de corruption, de commission, de rétrocommission. On peut penser qu'une partie de ce qui est envoyé en Europe, par l'Europe en Ukraine revient en Europe. C'est-à-dire on a presque cette impression, si on voulait être juste un tantinet paranoïaque, et encore, n'est-ce pas finalement ce que l'on verra plus tard? Les complotistes disaient les Ukrainiens sont corrompus, aujourd'hui tout le monde le constate. On a l'impression que c'est une immense pompe à fric, cette histoire de guerre en Ukraine. Elle dure, endurant. Eh bien, il y a de plus en plus de ponctions par le biais de la dette, parce que nous sommes nous-mêmes endettés. Donc quand on fait des dons ou des subventions aux Ukrainiens, nous nous endettons en quelque sorte parce qu'ils ne rembourseront jamais. Est-ce que ce n'est pas une façon de spolier, d'extorquer petit à petit la fortune des peuples pour les mettre entre les mains de quelques oligarques, d'une plutocratie oligarchique? Si, bien sûr, mais je pense qu'une des raisons pour lesquelles François Fillon est tombé en 2017, j'étais un de ses porte-parole, comme vous le savez, c'est qu'il avait inscrit dans son programme un plan de désendettement de la France. Et ça, je pense que toute cette plutocratie ne l'a pas accepté. C'est un fromage incroyable, la France, qui continue de percevoir l'impôt avec 3600 milliards de dettes. On va s'en rajouter encore un petit bout. Nous sommes un des pays les plus prélevés au monde et on va encore l'être davantage l'année prochaine. Et les Français ne diront rien. C'est ça le drame. Donc, quand vous êtes créancier d'un pays pareil, vous n'avez qu'une chose, c'est d'augmenter votre ardoise, puisque après tout, jusqu'au jour où un régime qui sera moins bien élevé que ses prédécesseurs effacera ça d'un trait de plume, en disant d'abord on va revenir au franc pour commencer, puis comme ça nous évitera les ennuis. Quand on sera sorti de l'Union européenne et de l'euro, ce que je crois de plus en plus inéluctable, c'est une question de temps maintenant. Mais en attendant, les plutocrates s'engraissent et s'enrichissent. Et l'Ukraine est un des moyens, parmi d'autres. En définitive, vous savez, les prédateurs en temps de guerre, c'est une affaire courante. Il n'y a pas de... Et la guerre profite toujours à quelqu'un. C'est vieux comme le monde. Là, la différence, c'est que c'est spectaculaire. C'est-à-dire tout le monde le voit, tout le monde s'en doute, mais on continue comme si de rien n'était. Avec un argent qu'on n'a pas, comme vous dites. D'ailleurs, l'Union européenne ne l'a pas davantage que nous, puisque par définition, l'Union européenne n'a pas d'autre budget que la contribution des États. Elle ne produit pas de richesse à elle toute seule. Donc la Commission de Bruxelles décide comme une grande de continuer à faire tout ça comme si de rien n'était, et on voit très bien qu'on est plutôt dans une affaire de collusion, d'intérêt et d'affaire de profiteurs qu'une affaire de pacificateurs et de moralistes. Ça me paraît évidemment très clair. La France, elle ne se porte guère mieux, elle est aussi pas loin de la banqueroute, et on nous invente ce fameux Choose France,
le choix français, les étrangers choisissent la France, 30 milliards d'investissements, alors que la France, en réalité, ne cesse de se désindustrialiser. Macron dit le contraire. Écoutez, ce qui est certain, c'est que quand on en est à 70 000 fermetures d'entreprises par an, puisque c'est le rythme depuis maintenant à peu près 1 an et demi, hein, c'était peut-être un peu moins, 65 000, on va dire ça comme ça, ramener au nombre de jours, ça fait beaucoup, hein. Ça fait une vingtaine d'entreprises qui ferment tous les jours quand même, ou un peu moins, enfin une grosse quinzaine d'entreprises qui ferment tous les jours, que le bon Dieu fait. Dans notre pays, de toutes les tailles. Et vous avez entendu parler de cette entreprise métallurgique qui a été achetée à la barre hier à un fonds anglais que l'État va attaquer en justice. C'est une entreprise qui est en particulier à Dunkerque, qui s'appelle Novarco, je crois. 700 salariés, dont 500 et quelques vont rester sur le tapis. Et personne ne voit rien. La plus vieille aciérie de France a fermé dans l'Isère il y a une quinzaine de jours. Je pourrais vous raconter l'histoire encore d'une autre entreprise iséroise de métallurgie qui a fermé il n'y a pas très longtemps, à chaque fois sur des secteurs stratégiques, sensibles, des technologies de pointe. Enfin, on ne compte plus le nombre de défaillances industrielles qui sont enregistrées tous les jours. Et nous évoquons ce sujet au moment où on peut évoquer la mémoire de mon collègue Olivier Marlex, décédé dans des circonstances non élucidées à ce jour encore, il y a quelques mois, et dont le livre posthume vient de paraître. Je crois savoir à peu près ce qu'il y a dedans, enfin je vais quand même le lire avec attention, parce que Olivier était un des chevaliers de l'indépendance industrielle française et de la dénonciation de ce genre de scandale économique autour de la prédation et de la vente par appartement de notre trésor industriel. Donc non, la France ne se réindustrialise pas, ça ne se voit nulle part. Et puis vous savez, on est dans cette affaire dans le même temps macronien intégral. Macron fait adopter il y a quelques années maintenant la loi ZAN, zéro artificialisation nette, qui veut dire Ouais. que si vous construisez une usine sur un espace où il n'y en avait pas, vous devez recréer des espaces verts de la même superficie au même endroit sur le plan de la circonscription administrative. C'est-à-dire, si c'est dans une commune, c'est sur le plan de la commune. Si c'est une communauté de communes ou d'agglos, c'est sur le plan de la communauté de communes ou d'agglos. Donc, si vous faut 1,5 hectare pour faire une usine, eh bien, il faut que vous verdissiez 1,5 hectare à un autre endroit du même territoire. C'est impossible. Enfin, il y a des tas de cas dans lesquels c'est une foutaise absolue, ce truc. Mais pour faire plaisir aux escrologistes, encore une fois, on a dit ça en disant oui, on va réindustrialiser, mais alors de Morlante, comme disait Georges Brassens, c'est-à-dire on va prendre son temps. Parce que avant, je ne vous fais pas de dessin, avant que vous fassiez sortir une entreprise de terre en France, pour peu qu'il y ait un ou deux scarabées et qu'un Romain ait lâché un mégot il y a 30 siècles, vous en avez pour une année supplémentaire. Donc non, la France ne se réindustrialise pas du tout. J'entendais un prix Nobel de l'économie nous expliquer que le chômage avait baissé depuis que M. Macron est arrivé au pouvoir. Je ne sais pas comment il compte, mais moi, je compte les gens qui n'ont pas d'emploi, je me contrefiche de leur catégorie, les trucs, etc. Le nombre de gens qui n'ont pas d'emploi a augmenté depuis que Macron est au pouvoir. Point. Il n'y a pas de. D'ailleurs, quand vous rentrez 450 000 immigrés par an qui n'ont pas de boulot et qui n'en trouvent pas, je ne vois pas comment le nombre de demandeurs d'emploi aurait pu baisser. Si vous comptez la population qui est sur place, le nombre de gens qui travaillent, non. La proportion de gens qui travaillent n'a pas augmenté depuis que M. Macron est au pouvoir. C'est une fable. Bref. Donc tout ça, c'est du flon. Voilà, c'est simple. On continue de nous raconter des bobards. Il commence à préparer la campagne municipale, puis la campagne présidentielle, et on va nous expliquer que le bilan de M. Macron est formidable. Et comme peu de gens diront le contraire, et qu'entre-temps, M. Lecornu aura réussi à stabiliser la France à la maintenir stable parce qu'il paraît qu'elle est stable et qu'il faut qu'elle le reste, eh bien, M. Lecornu deviendra peut-être le premier champion de la Macronie pour l'élection présidentielle de 2017. Et vous savez quoi? Il va presque réussir à faire oublier le bilan catastrophique de 10 ans de macronisme parce qu'il aura sauvé la planète, la France, le peuple français et tout le reste en adoptant un budget par ailleurs qui va être un des records de déficit budgétaire jamais enregistré dans l'histoire du pays. Donc voilà où on en est. Je ne vois pas où est l'essor de l'industrie, je vois qu'il est toujours aussi compliqué de faire les choses.
Et les 30 milliards, pardon, c'est comme le Téléthon. Hein. C'est des promesses d'investissement, c'est pas des chèques. Hein. Faut pas confondre, hein, c'est pas la même chose. Donc soyons prudents. Enfin, voilà. Soyons prudents. Et 30 milliards, c'est beaucoup d'argent. C'est énormément d'argent. C'est un peu plus de 1% du PIB annuel. Voilà. Donc c'est bien. C'est mieux que de ne pas les avoir. Bon. Restons calmes. Oui. Les discussions parlementaires maintenant, peut-être sur quelle est votre analyse de ce qui se passe. Non seulement le budget, la loi de finances n'est pas votée ou pas totalement, on va tout droit vers des ordonnances ou un 49.3, mais on peut en douter, plutôt des ordonnances. Il faut savoir que c'est le bloc central lui-même, le bloc majoritaire, qui est le premier producteur d'amendements. Donc on peut se demander à quoi joue ce gouvernement. Il y a eu suspension de la réforme des retraites. Donc j'aimerais déjà, après je rentrerai peut-être sur un détail sur cette loi de finances, en tout cas de la sécurité sociale, mais comment pensez-vous que ça va se terminer cette année, le budget français? Je le savais. Ce que je vois, c'est que d'abord, ça ne pouvait pas se passer autrement. Pour une raison simple, c'est que il faut que nos auditeurs se rendent compte, enfin, ils le savent certainement, mais je le rappelle pour la clarté de notre conversation, préparer le budget de l'État, ça prend 365 jours par an. Et ça occupe des milliers de personnes, à temps plein. Donc, le gouvernement, quand il prépare un budget qu'il le propose au Parlement, il a une ligne directrice, il a tous les éléments de comparaison, de calcul, de statistiques, de projection, de prévision, en tout cas on espère. Ça se voit d'ailleurs dans les documents qu'il dépose devant le Parlement. Alors ils sont sincères ou pas, optimistes ou non, c'est autre chose. Mais enfin, techniquement, l'État est la seule institution à avoir les moyens de préparer un budget pour de vrai, à en vérifier l'ensemble de la cohérence et à faire en sorte que, ma foi, il y ait une ligne directrice financière, économique qui soit tracée pour le pays. Si l'État ne fait pas ça, si le gouvernement ne fait pas ça, mais qui voulez-vous qu'il fasse? J'ai fait partie, et comment dire, et c'est tout à fait sain, j'ai participé très activement au contrôle exercé par le Parlement sur les gouvernements, en particulier celui de François Hollande quand j'étais dans l'opposition. Dès lors que le Parlement veut utiliser les pouvoirs qui lui sont conférés par la Constitution, il a tous les moyens de le faire, mais il le fait sur une base existante. Il contrôle l'action du gouvernement. Dans le mot action du gouvernement, il faut que le gouvernement agisse. Sinon, c'est difficile de contrôler du vide. Or, le problème de ce budget, c'est que, d'une certaine manière, le gouvernement a renoncé à avoir une ligne politique. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit M. Lecornu à la tribune de l'Assemblée. Je propose, dans tous les sens, nous débattons, vous décidez. Ça veut bien dire que le gouvernement n'a pas de ligne politique. Et donc, le Parlement ne peut pas en avoir une à la place du gouvernement, puisque en plus, dans ce Parlement, il n'y a pas de majorité. Donc, en définitive, c'est le bazar. Alors, personne ne comprend ce qui a été voté, pas voté, ce qui est ferme, pas ferme. C'est la première fois, moi, que j'entends, quand même, dans un débat budgétaire, le rapporteur général du budget lui-même demander au ministre d'avoir un récapitulatif de ce qui a été voté en dépenses et en recettes pour y voir clair, si vous voulez. Là, on atteint quand même des sommets. Donc, je ne regarde plus, j'ai commencé à regarder au début, je ne regarde plus parce qu'on ne comprend rien. Ils passent des heures sur des choses sans importance, ils oublient l'essentiel, et surtout, dernier point que je voulais mentionner, la seule question, c'est la limitation des dépenses de l'État. C'est la seule question. Il n'y en a pas d'autre. Leur limitation en vue éventuellement de les réorienter ou de le faire différemment, mais diminuer les dépenses de l'État. Et ce débat qui devrait nous occuper toute la journée s'est transformé en comment rendre les pauvres moins pauvres en rendant les riches moins riches. Ce qui est une aberration pure et simple. Donc on s'est déporté de l'amaigrissement de la dépense publique et du train de vie de l'État vers la justice fiscale, c'est-à-dire comment prendre de l'argent en ceux qui en ont. C'est quand même un tour de magie. Et c'est là qu'on voit que
la droite croyait avoir gagné la bataille culturelle sous tout rapport depuis des années. On sent que c'est la gauche qui a imposé son débat en fait sur le budget et qui nous a fait croire que la taxe Zuckman était l'alpha et l'oméga de l'invention et du génie de finances publiques. C'est une catastrophe, moyennant quoi nous allons assister à deux choses, mon cher Nicolas Stocker, chers auditeurs, dont il aurait fallu se départir très vite. La première, c'est une nouvelle augmentation du montant des dépenses de l'État, donc du déficit. Et la deuxième, une augmentation de la pression fiscale sur les entreprises et les ménages français. Voilà. Donc en réalité, M. Bayrou voulait faire des économies. On l'avait évoqué sur votre plateau, je crois. Il avait dit on va faire 40 milliards d'économies. C'était en fait 40 milliards d'économies, c'était de faire passer l'augmentation des dépenses de 70 milliards à 30 milliards. Donc c'était 40 milliards de non-dépenses supplémentaires. Ce n'est pas tout à fait des économies. Mais on continue. Donc là, on ne va pas être à 40, on va être à, je ne sais pas, 35, 38. On ne sait pas d'ailleurs, on verra bien. Et comme vous dites, il faut s'attendre à n'importe quel type de porte de sortie, mais y compris les pires. Le Cornu avait promis qu'il transmettrait au Sénat ce qui avait été voté par l'Assemblée nationale. Et puis, on voit réapparaître l'obligation vaccinale dans les EHPAD pour le personnel soignant et l'ensemble des usagers de ces EHPAD, enfin des personnes en tout cas vivant dans l'EHPAD. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que vous faisiez partie de ces personnes qui étaient hostiles à l'obligation vaccinale. Alors là c'est pas dans le budget pour le coup. Ce texte-là, c'est une autre disposition. C'est dans la loi de finances sur la sécurité sociale. Ouais. Oui, je croyais que c'était un support, c'était un autre support législatif. Alors, non, c'est dans la loi de finances sur la Sécu, l'obligation vaccinale. Ouais. Là, il faudra voir. Les conséquences, oui, en termes de remboursement et tout ça, mais le principe est certainement adopté ailleurs, mais peu importe. Bon, moi, je suis pas contre l'obligation vaccinale sur les maladies contagieuses référencées et sur lesquelles les vaccins ont été parfaitement éprouvés. Là, obligation vaccinale sur la grippe, évidemment. Oui, voilà, c'est ça, on est d'accord. Sur la grippe, et en plus, je suis contre l'obligation vaccinale de choses sur lesquelles on a d'autres moyens de traitement, et surtout, tant qu'on ne sait pas de quoi les vaccins sont constitués, parce que quand on voit ce qui est en train de sortir sur les ARN messagers, les nouvelles techniques de vaccination, on entend Pfizer qui fait des campagnes de publicité à la radio, sur les radios françaises. Enfin, de temps en temps, on croit, on se pince. Cette entreprise qui a été multi-condamnée à des milliards de dollars d'amende pour n'avoir pas respecté la réglementation sanitaire. Les États-Unis vient faire des campagnes de publicité en France. Enfin, quand même, là, encore une fois, j'ai quand même des problèmes de compréhension. Donc, je pense que nous allons petit à petit vers le fait que les grands laboratoires arrivent à surpasser la résistance des peuples, à se faire injecter des saloperies dans le bras pour, paraît-il, de bonnes raisons. Ça a bien marché avec le Covid tant que les gens se font tuer. On commence à voir qu'un certain nombre de choses sortent. L'action de Robert Kennedy, le secrétaire d'État américain à la santé, est quand même sous ce rapport salutaire. Espérons qu'il reste en vie assez longtemps pour continuer de se bagarrer contre les intérêts qu'il combat, mais ça fait tellement de dégâts dans l'architecture des big pharma américaines que je m'interroge sur son espérance de vie à ce monsieur Robert Kennedy. Il est devenu un homme en danger, parce qu'il commence à s'attaquer vraiment un peu au cœur de toute cette industrie et de toute cet entrelac financier, industriel et pharmaceutique de la santé. Donc, en France, oui, je suis opposé à ça parce que on n'a aucune assurance sur les produits qu'on nous donne et aucune espèce de garantie que les choses vont se passer correctement pour nous tous.
J'ai perdu, comme beaucoup de nos concitoyens, je pense, j'ai perdu la confiance dans le discours politique sur la santé. Pas les personnels soignants, ni le système de santé. Encore le système de santé, il y a tellement de failles que de temps en temps, il faut être prudent quand on choisit son hôpital désormais. Mais à supposer qu'on puisse le choisir, c'est encore voilà. Mais quand le discours politique sur la santé, alors là, franchement, ça, je ne marche plus. Il y a eu trop. C'est un des dégâts. C'est un des dégâts de la crise de la Covid. Ce que j'explique à un médecin qui me disait, mais on a été obligé de mentir sur l'efficacité du vaccin parce que autrement, il y a tout un tas de gens qui étaient vraiment très en danger et que le vaccin aidait, qui ne seraient pas allés se faire vacciner. Oui, d'accord, mais ils seraient morts 6 mois plus tard ou 6 mois plus tôt. Bon. En attendant, le dégât que ça fait sur la défiance à l'égard des institutions, à l'égard du système de santé, à l'égard de votre médecin. Et en général, sur des défiance à l'égard des politiques de santé, vous ne vous rendez pas compte le fait de. La vérité, c'est un bien très précieux dans une collectivité. Si vous commencez à l'esquinter, vous cassez tout. Regardez ce qui se passe dans une relation entre les personnes. À partir du moment. C'est la célèbre phrase de Nietzsche le drame, c'est pas que tu m'aies menti, c'est que je ne pourrai plus jamais te croire. Oui. C'est ça le problème du mensonge. Tout à fait. Voilà. Absolument. Exactement. Oui, c'est tout à fait juste ce que vous dites, Jean-Frédéric. Encore un autre sujet d'actualité que je voulais vous voir développer. Vous avez, mais c'est un élément polémique, je voudrais bien m'en excuser, mais parler quand même de cet hommage au maréchal Pétain, avec cette association de M. Boncompin, qui fait du maréchal Pétain le premier résistant de France, qui développe la théorie ancienne du bouclier et de l'épée entre le général de Gaulle et le maréchal Philippe Pétain. Qu'est-ce que vous avez vu la levée de bouclier absolument incroyable. Qu'est-ce que vous inspire cette affaire? Alors, une première réflexion sur le fait que il me semble que le maire avait pris un arrêté pour interdire la manifestation. C'est ça. Que le tribunal administratif a déclaré que l'arrêté était invalide et donc a autorisé la manifestation. Et maintenant, on va, si j'ai bien compris en tout cas, et maintenant on va attaquer en justice les gens pour avoir tenu une manifestation qu'ils avaient le droit de tenir. Donc il y a déjà, à mon avis, un premier point de schizophrénie qui mériterait d'être éclairci. Je ne sais pas quand on aura clos le débat sur Pétain, de Gaulle, la résistance, la collaboration, etc. Enfin, visiblement, c'est pas pour tout de suite. Est-ce qu'on peut dire que Philippe Pétain était le premier résistant de France? C'est pas facile comme expression, comment dire, à retenir, pour quand être clair. Mais il est tout à fait certain que si la gauche a donné à Philippe Pétain, rappelons que M. Pétain, le maréchal Pétain à l'époque a obtenu le plein pouvoir d'un parlement qui était celui du Front populaire. Il faut quand même s'en souvenir. 570 députés sur je ne sais plus combien, ou 500 sur 570, issus du Front populaire, avec un gouvernement du Front populaire, ont donné le plein pouvoir à Philippe Pétain, lequel a composé un gouvernement dont le Premier ministre était Laval, lui-même Premier ministre du Front populaire, avec je ne sais pas combien de ministres Front populaire, dont Xavier Belin, secrétaire général de la CGT, qui a été membre du gouvernement de Philippe Pétain. Donc il faut quand même faut rappeler deux, trois éléments historiques. Bon. Est-ce que ça en fait le premier résistant de France? J'irai pas jusque-là. Ce qui est certain, c'est que j'ai deux convictions sur cette période. La première, c'est qu'il y a le Pétain d'avant le statut de la loi sur le statut des Juifs et celui d'après, et ça ne sont pas les mêmes. Il y a la France, premièrement, et deuxièmement, il y a l'incapacité pour quelques réseaux de résistance de se développer si jamais il n'y a pas des espaces de liberté sur le territoire français. Autrement dit, la ligne de démarcation est probablement ce qui a été le plus grand allié de la constitution de la résistance française. Alors, elle a sauté, comme vous le savez, puisqu'il n'y a plus de ligne de démarcation. Je crois que c'est à partir de 1943 dans notre pays. Troisième élément, on pense ce qu'on veut de Franco et de Pétain, mais enfin, si Franco et Pétain ne se voient pas à Randaille tout début 40 pour faire en sorte que Pétain obtienne de Franco que l'Espagne n'entre pas en guerre. Parce que si l'Espagne entre en guerre, alors là, mon cher Nicolas, nous parlerions allemand. Aujourd'hui, nous serions tous en Germanie, comme dit la chanson de Sardou. Donc,
Voilà. Donc, il y a beaucoup de torts de ce régime de Vichy. Énormément, les milices, les collabos, etc. Tout ça est à vomir. La personnalité historique du maréchal Pétain, elle est extrêmement bigarrée. Elle a été justement condamnée parce que, après tout, c'est dans la personne du chef qu'on estime aussi le comportement des autres. Hein. Monsieur Philippe Pétain, qui était un militaire, ne pouvait pas ignorer cette dimension. Néanmoins, je considère que l'histoire, au moins, pourrait lui rendre des justices qu'on lui doit un peu de justice malgré tout. Après, un vieil homme débordé par des types qui étaient tout de même des drôles de pistolets pour un certain nombre d'entre eux. Enfin, faut voir les personnalités qui sont aussi. Mais bon, c'est la responsabilité de Pétain. Donc je serais beaucoup moins. Alors attaquer pour contestation de crimes contre l'humanité. Alors ça, bon, excusez-moi. C'est le motif, je crois, le grief qu'a retenu l'association qui attaque. Oui. Enfin, c'est aberrant. Ben, ça n'a aucun sens. Mais ici, il faudrait faire attention. Ils sont en train de déprécier leur propre cause. Ouais. C'est dommage parce que je pense qu'on gagnerait justement à refaire un peu d'histoire et à essayer de montrer. Alors, j'ai essayé de le faire en 3 minutes. Hein, c'est évidemment trop court, mais c'est toujours plus complexe que ça, les choses. Puis, enfin, pourquoi le Parlement français vote-t-il du Front populaire vote-t-il les pleins pouvoirs à Philippe Pétain en 40? Mais parce que les Français ne veulent pas une deuxième Première Guerre mondiale, c'est aussi simple que ça. Ils n'en veulent pas. C'est pas la peine de se raconter des histoires. Donc, comment dire, on est à peine 20 ans après la fin de l'armistice du 11 novembre de 1918. On est moins de 20 ans après le traité de Sèvres et le traité de Paris, enfin, ou 20 ans après. Enfin, franchement, personne ne veut plus de ça. Personne. Ils veulent plus de guerre, c'est fini. Donc on s'arrête. Voilà. En plus, on dira encore, faut signaler à nos auditeurs le remarquable livre de Marc Bloch, cette étrange défaite qui dit combien la France n'était pas préparée. Et en fait, c'est à peine écrit entre les lignes, mais combien le Front populaire a complètement dévalorisé et mis la France en danger par sa manière de gouverner, de traiter les affaires militaires et de défense. Enfin voilà, Pétain, c'est la résultante de tout ça. C'est pas un homme seul qui sort comme une girole après la pluie, dont c'est pas où qui décide de massacrer tous les Juifs de France et de Navarre. C'est pas ça du tout. Il y a aussi cet aspect de la loi anti-juive et qui est détestable, évidemment. Il y a bien d'autres causes et il y a bien d'autres choses. Et ce tri-là, un jour peut-être qu'une France adulte sera capable de le faire, mais c'est pas avec des procès en contestation de crimes contre l'humanité qu'on va y voir plus clair. Ça ne sert à rien et ça dévalorise une cause qui, la lutte contre les crimes contre l'humanité, moi je suis plutôt pour, à titre personnel. Hein. Ça ne me pose vraiment pas de difficulté, mais enfin, il faut faire les choses comme il faut. Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose d'assez scandaleux à voir le ministre de l'Intérieur, Nounès, en faire tout un tas, alors que nous avons une délinquance, une atteinte aux personnes, des agressions en pleine rue, avenue Montaigne à Paris, un jeune couple agressé au couteau par un sans domicile fixe, dont on voit bien qu'il a des problèmes d'ordre psychiatrique. On laisse ces bêtes fauves dans les rues. On se moque de la sécurité directe des Français, ce qui devrait être le rôle numéro 1 d'un ministre de l'Intérieur, qui passe son temps à des gargarismes de lutte contre les crimes contre l'humanité. De dénonciation de crimes contre l'humanité. Est-ce que ça, c'est pas quelque chose aussi de particulièrement indigne de la part de cette classe dirigeante qui dirige donc le pays, mais dont on voit qu'elle est totalement indifférente au sort individuel des Français sur le plan du premier des droits que tous les Français devraient avoir en société, c'est-à-dire le droit à la sécurité, le droit à l'intégrité physique. Bien sûr, je partage cet avis, mais ça fait partie d'en faire des caisses sur un épisode pareil. C'est comme le patinage artistique, mon cher Nicolas, c'est des figures imposées. C'est-à-dire, vous pouvez pas ne rien dire.
et partir dans les registres les plus élevés, les plus aigus de l'indignation. Alors qu'encore une fois, voilà, il y a je mets ça, si vous voulez, sur le même registre. Alors, j'ai vu passer, mais j'arrive pas à trouver la trace. Vous allez peut-être pouvoir me dire les choses de manière plus précise. Une condamnation de CNews pour avoir, sur le plateau de CNews, insuffisamment contesté ou contredit les arguments climato-sceptiques qui étaient avancés par je sais pas qui. Enfin, voilà, Exact, nous entrons. exact. Voilà, donc je n'ai pas rêvé, c'est bien, c'est bien. Non, 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 vous n'avez pas rêvé. 20 ou 30 000 euros d'amende pour avoir laissé dire des propos, tenu des propos manifestement contraires à la science. S'il fallait condamner tous les propos contraires à la science, d'abord Non, mais qu'est-ce que c'est que la science déjà? Qu'est-ce que c'est que la science? l'État serait plus riche. Et alors, contraire à la science, il faudrait. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut condamner Einstein parce qu'il a contredit la gravitation universelle de Newton. C'est ça qu'il faut faire. Enfin, tout ça, c'est encore une fois de la bêtise en barre. Mais voilà, nous entrons petit à petit dans un régime d'opinion obligatoire. En fait, il y a des choses que vous n'avez pas le droit de penser. Enfin, en prononçant cette phrase moi-même, je me pince parce que j'ai assez tôt compris ce qu'était dans ma vie. Je parle ce qu'était le débat d'idées, la confrontation, parfois des échanges assez vifs, mais jamais je n'ai imaginé que je pourrais un jour vivre dans un pays où non seulement il est interdit de penser quelque chose, mais en plus vous êtes amendé au sens strict du terme si jamais vous avez le malheur de le dire. Contre d'ailleurs un certain nombre d'évidences, parce que là encore, il y a un certain nombre d'esprits tout à fait acérés et très 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 formés et parfaitement au fait de tout ça, qui disent à peu près le contraire de ce que dit le GIEC à longueur de journée. Enfin, c'est vraiment en particulier un d'entre eux qui est absolument passionnant, qui s'appelle Stephen Koonin, qui est l'ancien conseiller scientifique de Barack Obama. Pas susceptible d'être un affreux complotiste droitier, Barack Obama, son conseiller scientifique non plus, et qui est une des sommités scientifiques américaines. Enfin, à chaque fois qu'une université, une académie monte un groupe de recherche, un club, une société de je sais pas quoi, il est dedans, c'est pas difficile. Et il a écrit un livre, je crois, qui s'appelle Les incertitudes du climat. C'était publié en français il y a 3 ans, 3 ans. Absolument remarquable, démontant en disant oui, en disant grosso modo, voilà, scientifiquement, en fait, on peut être sûr de rien. La seule chose dont on soit sûr, c'est qu'on est sûr de rien. Donc à partir de là, et Roucault en France, il roucaute sur ce qu'il appelle l'écologisme. Enfin, des tas d'esprits critiques disent mais attendez, on ne peut pas prendre des décisions politiques sur des choses aussi incertaines que ça. Vous ne pouvez pas condamner les gens alors que comment dire, demain on démontrera que les critiques et les contradicteurs du GIEC, en tout cas, ont parfaitement raison de l'être depuis longtemps. Donc voilà, pardon de faire cette digression, peut-être un peu longue, mais c'est la même question, en fait. C'est des choses que vous avez le droit de dire et de penser et de pas penser. Voilà, je suis très très mal à l'aise avec ça et j'y vois en tout cas un signe d'immaturité continue et durable de notre pays sur un certain nombre de questions. C'est regrettable parce que là aussi, c'est dans l'élaboration de cette vérité, de l'équilibre de la vérité, de la nuance historique qu'un peuple grandit. Ben, c'est exactement la même chose que ce qu'on a bouclé là, comme ça, notre entretien, ce que vous disiez au début concernant cette conférence où l'on vous interdit de vous exprimer. C'est cette même absence complète de maturité et la possibilité de s'exprimer, de dire autrement que celui qui est en face de vous. C'est absolument, c'est la France en effet. Plus encore qu'un autre pays. En tout cas, c'est ce que certains essaient de la faire devenir. Dieu merci, il reste encore, et vous en êtes un exemple quotidien, des espaces de liberté, et on n'a pas encore fermé tout ce qu'ils pensent de travers, entre guillemets, et ils ne pourront pas le faire, mais on sent quand même de plus en plus une pression, une domination, une difficulté à faire entendre le discours qui n'est pas le discours dominant, et qui est soit le discours néolibéral,
comment dire, soit la caricature de son opposition, mais c'est pour mieux justifier et pour mieux légitimer le discours néolibéral lui-même. Comment dire, on connaît ce genre de théâtre et de mécanique. Mais voilà, le néolibéralisme se promène toujours avec sa paire de menottes, son bâillon et son bâton. Merci Jean-Frédéric Poisson.